Ben oui, salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Ben oui, alors c'est un nouvel enregistrement. J'ai décidé finalement de le faire, mais je ne reviendrai pas sur probablement tout ce que Martin du futur pour moi va vous avoir dit. Parce que cet homme-là, Martin du futur, il faut vraiment l'écouter. C'est vraiment un être exceptionnel. Fait qu'on va y aller, on va commencer le premier cours. Donc le cours aujourd'hui, on commence justement un nouveau chapitre et puis on va continuer à le faire en alternance. Ce que j'ai décidé de faire, c'est de continuer à enregistrer mes vidéos sur YouTube pour toutes les raisons que je vous ai probablement déjà expliquées, mais le gros avantage que j'ai pour moi, c'est le fait de vous parler, puis si à un moment donné, vous prenez des notes, puis que vous aimez écouter mes explications, parce que des fois en classe, c'est ça le problème que je me rends compte, c'est que j'ai des notes de cours, vous les prenez en note, puis il y en a qui sont pas capables de m'écouter. Fait que là, vous pouvez peser sur pause, prendre en note justement les notes de cours, puis après ça, repaiser sur play, puis m'écouter. Fait que c'est-tu pas extraordinaire? Puis je pense que c'est quand même le meilleur des deux mondes. Là, aujourd'hui, on commence un nouveau chapitre. Je vais vous probablement dire ça très souvent pendant tout le temps, pendant toute l'année scolaire. Évidemment, c'est un cours que j'aime beaucoup parce que c'est 3 sujets, l'économie, médias et société, que j'affectionne particulièrement. J'aime beaucoup le monde économique. Là, on a terminé la partie société. On a regardé les 2 chapitres en lien avec le monde contemporain, l'environnement, parce que l'environnement, c'est quelque chose de très important. D'ailleurs, aujourd'hui, au moment où j'enregistre ceci, là, je suis en Bermuda, il fait, je pense, 19 degrés Celsius, puis j'enregistre ceci le 6 novembre. Moi, je trouve ça incroyable que je me promène en Bermuda à l'extérieur encore, le 6 novembre. Donc, je pense que l'environnement, c'est très important. Je vous ai parlé aussi des différents types de pouvoirs qui peuvent être très intéressants à savoir, surtout dans le contexte que nous vivons. Et là, mesdames et messieurs, évidemment, là, on va rentrer dans l'économie. L'économie, puis ce qui est un peu caractéristique aujourd'hui, là, c'est que je vais vous présenter donc l'introduction à l'économie qui va nous amener tranquillement pas vite à la bourse. Donc la bourse qu'on va faire dans la partie 2. Parce que le chapitre, en passant, c'est écrit chapitre 2, là, mais il ne faut pas se tromper. C'est pas le chapitre 2. En fait, ça devrait être le chapitre 4. Je ne sais pas s'il va s'updater en temps réel. Probablement pas. Est-ce qu'il s'update en temps réel? Oui, il s'update en temps réel. C'est pas extraordinaire. Sauf que j'ai aucune idée de ce que je viens de faire. Voilà. Chapitre 4, mesdames et messieurs. Introduction à l'économie. Là, ce que vous allez voir, le cours d'aujourd'hui, principalement le cours que vous allez regarder aujourd'hui, c'est pas mal la même chose que vous avez vu en éducation financière avec soit Mme Bouchard, soit M. Tremblay ou M. Ménard. Parce qu'évidemment, on traite de la même chose, on traite de l'économie. C'est comme ça. Je veux dire, oui, on a des cours qui se ressemblent beaucoup, mais après ce premier cours-là, nous autres, on va s'en aller plus dans le spécifique, tandis qu'en éducation financière, vous allez plus toucher seulement à une partie de l'économie qui est les finances personnelles. Alors que moi, je vais parler plus de l'économie en général. On va parler aussi donc de la bourse. D'ailleurs, c'est le gros projet que vous allez probablement avoir à faire. Je pense qu'on va le commencer avant les vacances de Noël. Puis après ça, on va s'en aller dans le marketing. Et ça, le marketing, c'est plus côté entrepreneuriat. Fait que c'est plus spécifique comme étude. D'ailleurs, ce que vous avez besoin pour le cours d'aujourd'hui, j'en ai probablement déjà parlé. Alors, ce sont ces notes de cours-là que vous n'avez probablement pas en couleur. Fait que c'est ça qu'on va remplir ensemble. On revient avec les bonnes vieilles notes trouées. Alors, chapitre 4, introduction à l'économie, on va faire ça en 2 parties. La partie 1, c'est l'organisation économique de la société. Puis la partie 2, on va y aller plus plus spécifique, on va traiter plus des entreprises, de comment fonctionnent les entreprises et la bourse. Mais avant de commencer tout ça, puis parler de marketing dans le chapitre 5, il faut absolument faire un tour de tous les concepts économiques. Puis oui, vous avez probablement déjà vu ça. Mais donc, ça va être facile. C'est ça que ça veut dire. Ça veut juste dire que cette partie-là, aujourd'hui, va être facile pour vous. Des fois, la répétition, si on a bien compris quelque chose avec l'émission des Télétobies, c'est que la répétition, c'est pas nécessairement une mauvaise chose. Fait que c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Donc, on va commencer tout de suite, si vous le voulez bien, avec la notion d'économie. Alors, l'économie, c'est
c'est une science. C'est une science qui est très importante. C'est une science qui va étudier, dans le fond, la capacité de l'être humain à être en mesure de bien, comment dire, de bien satisfaire ses différents besoins et qui va utiliser tout ce qu'il y a autour de lui afin de pouvoir satisfaire ces besoins-là. On a construit une structure très importante autour de toute l'idée d'avoir des besoins à combler, puis l'économie va donc être va être une science qui va étudier toutes les interrelations qui existent entre les différents agents économiques pour s'assurer qu'en bout de ligne, le consommateur puisse avoir justement ce qu'il faut pour satisfaire ses besoins. Fait que là, vous vous demandez peut-être c'est qui ce monsieur-là? Bien, ce monsieur-là, c'est un monsieur qui va vous expliquer sommairement ce qu'est l'économie. Fait que ça vous tente pas, c'est pas grave. Ça vous tente pas, vous avez juste à passer à la vidéo, mais on va regarder qu'est-ce qu'il y a à dire concernant l'économie. Depuis quelques décennies, on accorde à l'économie un statut qui est presque sacré. On va exposer littéralement les gens chaque heure, chaque minute même, à des indices boursiers, à des fluctuations de taux de change, etc. Monsieur, madame, tout le monde finit par penser que l'économie, c'est quelque chose de très complexe et qu'il faut laisser ça à des économistes qui disent des choses très complexes. Ces mêmes économistes viennent les voir de temps à autre pour leur dire qu'ils ne sont pas assez productifs, que l'État empêche le bon fonctionnement de l'économie ou encore que les marchés laissés à eux-mêmes sont les meilleurs pour protéger l'environnement. Pourtant, l'économie, c'est autre chose. Et c'est même tout à fait compréhensible à partir du moment qu'on retourne à la base. Des êtres humains ont des besoins à combler et ils ont des désirs qu'ils voudraient satisfaire. Pour faire tout ça, ils vont transformer le monde qui les entoure. L'économie, c'est l'étude de cette production des êtres humains. Les économistes conventionnels ont perdu le contact avec cette réalité tangible. Ils s'en sont désintéressés complètement pour leur préférer des modèles économiques abstraits dans lesquels ils se sont enfermés. Ces modèles-là sont basés sur des prémices non vérifiables, comme les marchés parfaits, la concurrence parfaite ou encore la rationalité parfaite des êtres humains. Or, l'économie est une science sociale, c'est une science humaine, ça n'a rien à voir avec la physique ou avec la chimie. Il y a même une bonne composante politique à l'économie. Il suffit de s'intéresser à l'histoire de la science économique pour s'en apercevoir. La crise de 2008 a d'ailleurs ouvert les yeux de plusieurs observateurs sur les faiblesses, voire même l'inutilité d'une bonne partie de la pensée économique conventionnelle. C'est ce qui a donné espoir d'ailleurs à plusieurs économistes non conventionnels qu'on était peut-être enfin sur le point de sortir d'une espèce de Moyen-Âge de la pensée économique. Comment on va faire ça? Il va falloir ramener un peu de diversité dans la pensée économique. Il va falloir cesser de voir le marché comme le début et la fin de n'importe quelle initiative humaine et il va falloir démystifier cet objet qu'on appelle l'économie. En somme, il faut remettre l'économie au service de la société et plus l'inverse. Bon, voilà. Fait que j'espère que vous avez compris que ce que le monsieur a dit avec aucun sourire dans son visage, il a l'air vraiment très passionné par l'économie, mais c'est quelque chose de très complexe, mais qui ne l'est pas vraiment. Dans le fond, c'est toute la complexité vient probablement du fait que nous, on entend des fois des économistes parler, mais c'est très intéressant d'étudier justement toutes ces relations-là qui existent entre la production d'un bien ou d'un service, puis tout ce que ça prend dans le fond pour créer ce bien, ce service-là. Fait que c'est ça qu'on va faire, c'est ça qu'on va essayer d'analyser, puis aussi l'économie, c'est la capacité de l'être humain de trouver des façons de garder de l'argent ou d'avoir assez d'argent pour pouvoir participer à cette économie-là. OK, alors là, évidemment, comme d'habitude, dans tout bon, je vais essayer de voir si je suis capable de m'en aller tranquillement, pas vite, de cette... voilà. Alors, qu'est-ce que l'économie? Donc, vous avez la première définition que vous devez mettre dans vos notes de cours ici. OK, donc, puis le pire, c'est que je pense, en plus que ça, si je regarde ça, je pense qu'il n'y a pas de place pour mettre la définition d'économie dans vos notes de cours. Fait que ça commence bien. Fait qu'on n'a comme pas de place pour ça. Mais donc, c'est quoi l'économie? C'est l'ensemble des activités d'une collectivité humaine relative à la production, à la distribution et à la consommation des richesses. Fait que c'est à peu près tout ce que je viens de dire au grand complet
Donc, et ce que le monsieur vient de vous expliquer, donc en gros, c'est ça exactement l'économie. OK? Puis, puis là, ben, pour bien comprendre la base de tout ça, ben, il faut comprendre un petit peu quels sont les éléments qui sont à la base, justement, de l'économie. Alors, voilà, fait que là, vous comprenez que je prends pour acquis que vous pesez sur pause pour avancer. Alors, on va regarder justement les besoins des êtres humains, parce qu'il n'y aurait pas d'économie s'il n'y avait pas de besoins. Alors, tu sais, si vous regardez la manière qu'on fonctionne, la manière que l'on est, l'être humain est quelqu'un qui a énormément de besoins à combler. OK? On dit d'ailleurs là-dessus que les êtres humains sont de façon générale excellents pour se créer des besoins et des désirs. Il faut dire que les médias sociaux et la publicité sont également excellents pour nourrir cette création. En fait, tout le monde entier, ou tout le monde qui vous entoure présentement, c'est un monde qui tend à aller chercher votre attention afin souvent de vous créer un besoin. Puis ça, c'est la première chose la plus importante que vous devez essayer de tout de suite travailler, c'est que les médias sociaux, que ce soit même à la télévision, vous remarquez qu'à la télévision, si par exemple il est autour de midi ou 18 heures le soir, puis que vous regardez la télévision, il va tout d'un coup avoir des annonces de nourriture. Il va avoir des annonces où on va vous inciter à dire hey, « Regarde, t'as faim présentement, ben, au lieu de manger ta nourriture probablement beaucoup plus santé, va te chercher un Big Mac chez McDo. » Tout ça, c'est fait pour justement aller créer ces éléments-là. Puis tu sais, là, présentement, au moment où je vous parle, c'est la sortie future de la PlayStation 5, de la Xbox Series X. Évidemment, tout ce qui sort sur YouTube depuis quelques semaines, quelques mois, c'est pour inciter les gens à se dire hey, « Regarde, tes consoles que tu as, ils ne servent pas à rien. Va acheter les nouvelles consoles, tu vas vraiment trouver ça le fun. » Fait que tout ça tourne autour, justement, donc de se créer des besoins. Puis on dit que, comme preuve, on peut regarder le taux d'endettement élevé des sociétés occidentales parce que, justement, des fois, la majorité des besoins qu'on compte, ce n'est pas des besoins qui sont nécessaires. Fait qu'on dit malheureusement, certaines contraintes comme le prix nous empêchent de nous procurer tout ce que nous voulons. Et souvent, il y a des êtres humains qui vont essayer de détourner justement ce problème d'endettement-là pour essayer de trouver des façons de trouver l'argent pour pouvoir s'acheter ça. OK? Donc, la première chose que vous devez comprendre, je pense que vous l'avez déjà vu en éducation financière, c'est la fameuse pyramide de Maslow. La pyramide de Maslow, c'est un psychologue qui, lui, a découvert que l'être humain, c'est un être éminemment très complexe et qu'on a une structure très étagée des besoins que l'on a justement besoin de combler afin de s'accomplir personnellement. Okay? Puis là, vous avez tous les fameux stades. C'est fait sous forme de pyramide parce que à la base, ce sont les besoins qui sont nécessaires pour la survie de l'être humain. Puis après ça, bien, plus vous montez, ce n'est pas tous les êtres humains qui réussissent à atteindre le pignon de la pyramide parce que des fois, on a peut-être la chance de vivre dans certains pays qui nous permettent d'atteindre ça. Tu sais, comme par exemple, et puis là, il y a une faute, mais je vous rappelle que cette pyramide-là, c'est M. Ménard qui l'a faite. Donc, on a probablement des besoins physiologiques, et non des besoins je sais pas si... Ce qui est le fun, c'est que je sais pas si je peux les... Non, ça a été fait à part. Fait que je peux pas le corriger, malheureusement. Fait que les besoins physiologiques, l'entretien de la vie matérielle, enfin, ça, la base de la pyramide, c'est ce qu'on a tous besoin pour vivre. Donc, la faim, la soif, les différents désirs qu'on peut avoir, les besoins de sommeil. Donc, tout ça forme la base d'une pyramide de l'accomplissement de soi de l'être humain. Okay? Pour bien réussir, puis pour, je pense, aller plus loin dans la vie, il faut être en mesure de combler ça. Puis ce qui est drôle, en fait, c'est pas très drôle, mais c'est qu'il y a plein d'endroits sur la planète qui n'ont pas réussi à atteindre ce niveau-là. Okay? Après ça, une fois qu'on a atteint ça, on a le besoin de sécurité, donc la survie, le confort, la tranquillité. Au Canada, on atteint ça, là. Le besoin physiologique, l'entretien de la vie matérielle. Si on a faim, on a juste à aller au centre commercial, pas au centre commercial, mais on a juste à aller à l'épicerie du coin, il y a une épicerie pas trop loin, puis on peut trouver de la nourriture assez facilement, mais il y a des gens, dépendamment du niveau de leur pauvreté, qui ne sont pas capables d'atteindre ça. Après ça, le besoin de sécurité, c'est est-ce qu'on se sent en sécurité? Je pense qu'au Canada, oui, mais si vous vivez en série,
Siri n'ont probablement pas ces deux premiers stades de la pyramide de Maslow. Puis après ça, mais si on réussit à ça, on réussit à combler ces besoins-là, là, on arrive aux besoins d'appartenance et de relation. Donc, le fait d'avoir de la fraternité, solidarité, convivialité, l'amour, le fait d'avoir des interrelations, d'avoir des liens sociaux avec d'autres personnes. Puis après ça, on arrive avec le besoin d'être reconnu, donc l'estime de soi, qui vient avec le fait d'entrer en relation avec les autres. Puis finalement, vous avez le besoin de réalisation de soi, qui là, ça c'est quand vous, tu sais, là présentement, là, dans votre vie, là, au secondaire, vous n'avez peut-être pas encore atteint le pignon en haut de besoin de réalisation de soi, mais il y en a peut-être qui sont rendus là, parce que tous les autres besoins, souvent, au Canada, je pense que vous n'avez pas nécessairement de difficulté à vous nourrir. J'espère que vous vous sentez en sécurité. Vous avez souvent un bon réseau social, malgré que voyez-vous que la pandémie fait en sorte que ce besoin d'appartenance et de relation, il est un petit peu chamboulé. Puis c'est là qu'on commence à parler, imaginez-vous, de certains troubles psychologiques, puis que des gens sont en détresse parce que c'est un besoin essentiel de l'être humain qu'il faut combler. Fait que voyez-vous, le fait qu'on ne puisse pas voir les gens comme on veut, des fois, ça crée des problématiques. Puis ça, c'est un événement qui vient brasser un peu cette pyramide-là. Mais comprenez-vous que l'être humain, il est très complexe, mais toute l'économie tourne autour de ça. Donc, tourne autour de vouloir créer des engouements pour pouvoir combler justement ces différents stades de la pyramide de Maslow. Puis comme je disais, il y en a peut-être qui présentement en secondaire 5 ne savent pas encore ce qu'ils veulent faire dans la vie. Vous n'avez pas encore atteint le besoin de réalisation de soi, puis c'est normal, ça peut prendre du temps avant d'atteindre cette fameuse, ce fameux pignon de la pyramide en question. Fait que voilà, est-ce que vous avez des questions? Ben, je vous invite, si vous avez des questions, vous pouvez peser sur pause, puis aller dans la section commentaires sur Teams, puis posez-moi-en des questions. Moi, je suis là présentement. Mon autre moi, là, parce que moi, je me dédouble, il est là, puis il attend juste ça. Hein, il attend ça d'avoir des questions. Fait que, quels sont ces fameux types de besoins? Fait que là, on a vu la pyramide de Maslow qui présente la pyramide d'importance des différents besoins. Fait qu'il y a deux types de besoins qui existent, puis j'imagine que vous comprenez très bien ces besoins-là. Alors, on a des besoins vitaux, puis on a des besoins secondaires. Les besoins vitaux, ce sont les besoins qui sont nécessaires à la survie de l'humanité, qui sont les strades 1, 2 de la pyramide de Maslow, se loger, se nourrir, se vêtir, respirer. Puis il y en a des fois qui, dans la classe, vont lever la main, puis ils vont me dire « Monsieur, se vêtir, c'est-tu vraiment nécessaire? » Mais je vous le jure, mettez-vous tout nu l'hiver à moins 32 degrés Celsius, allez à l'extérieur, vous allez vous rendre compte que oui, c'est relativement nécessaire de se vêtir. Respirer aussi, c'est quelque chose, c'est un besoin vital, mais ça fait partie d'un besoin. Sauf que vous allez voir que respirer, on utilise de l'air qui, pour l'instant, on ne fait pas payer pour cet air-là. Après ça, vous avez tous les besoins secondaires. Puis les besoins secondaires vont dépendre beaucoup si vous êtes en mesure de répondre à vos besoins vitaux. Fait que ce sont des besoins qui sont non essentiels à la survie, comme par exemple avoir une PS5, avoir une Xbox, se divertir, communiquer. Quand on parle de communiquer, c'est d'avoir un téléphone cellulaire et communiquer avec les autres. Ça, ce sont des besoins secondaires que si on n'avait pas dans nos vies, on serait capable de survivre. Mais une fois qu'on a réussi à bien répondre à ces besoins vitaux-là, ben, on a les besoins secondaires qui nous permettent d'avoir un meilleur plaisir dans la vie, puis qui nous permet peut-être aussi d'accomplir certains niveaux de la fameuse pyramide de Maslow. Okay? Donc, très important. N'oubliez pas que tout ce que je vous dis là, l'économie prend ça prend ces idées-là. Okay? Ils prennent ça en compte là, lorsqu'ils vont, par exemple, penser à leur publicité. Comme des annonces de nourriture, il y en a beaucoup parce qu'on sait qu'on a besoin de ça. Mais on n'est pas obligé d'aller manger chez McDo. Mais ils vont essayer de travailler là-dessus. Je ne sais pas si vous comprenez. L'économie va vraiment étudier comment faire pour vous permettre de bien répondre à vos besoins puis de vous faire comprendre que c'est une nécessité là, aujourd'hui d'aller faire un petit tour chez McDonald's. Je ne sais pas à quelle heure vous écoutez ça. Je ne sais pas si ça vous donne faim, mais en tout cas, ça fait partie de la réalité. Donc, vous avez les besoins qui sont essentiels, les besoins secondaires, puis à l'intérieur de ces besoins-là, vous avez 4 catégories de besoins. Okay? Vous avez les besoins qui sont individuels, donc pour chaque personne individuellement, comme s'acheter un DVD, c'est tellement vieux comme exemple, il faut vraiment que j'enlève ça. Mais en tout cas, DVD, on pourrait changer ça pour Blu-ray, on pourrait changer ça pour d'autres choses. Ensuite, vous avez les besoins collectifs qui sont des besoins qui sont pour plusieurs personnes en même temps.
OK? Comme par exemple, on a mis l'exemple d'une autoroute. Je me souviens quand il y a eu l'autoroute 30 qui a été construite ici, là, dans le coin de Valleyfield, qui n'existait pas il y a plusieurs années de ça. Mais c'était un besoin pour plusieurs personnes d'avoir cette autoroute-là pour contourner la ville de Montréal, pour contourner, si on avait besoin d'aller sur la rive sud, pour ne pas être obligé de rentrer sur les ponts et de faire face au trafic. Donc, il y a des besoins qui sont collectifs. Puis on s'entend que là, présentement, avec la pandémie, au moment où j'enregistre ceci, là, la pandémie, ben, fait en sorte qu'on a des besoins collectifs qui tournent beaucoup autour de la santé et aussi de la santé psychologique. On a des besoins qui sont concurrents. Donc, vous allez vous rendre compte dans votre vie, surtout quand vous allez aller au cégep, à l'université, que vous allez avoir des besoins qui vont souvent s'opposer. Comme par exemple, je trouve que l'exemple est excellent entre étudier, qui est un besoin pour réussir son année, puis sortir, qui est un besoin de socialiser. Donc, souvent, vous allez arriver à un combat sans merci. Genre à l'université, les jeudis soirs, en tout cas quand j'allais à l'université, c'était les jeudis soirs qu'on avait les fameux parties d'université. Puis souvent, le soir, on avait la veille d'un examen, c'était vraiment un gros combat entre lequel des besoins qui allaient finir par passer par-dessus. Et souvent, on ne fait pas nécessairement les bons choix à ce moment-là, mais sachez que ça fait partie de la vie. Et souvent, vous allez avoir des besoins concurrents comme ça qui vont faire face, comme par exemple dans les besoins secondaires actuellement, puis je vais vous revenir souvent là-dessus parce que c'est un monde que moi je connais. Vous allez avoir PS5 versus Xbox Series X, c'est deux concurrents, ils répondent aux mêmes besoins, mais on va essayer de vous lancer des informations afin que vous en choisissiez un plutôt qu'un autre. Bon, on s'entend qu'on est dans le même domaine, mais c'est quand même des besoins qui sont concurrents. Puis vous avez des besoins complémentaires. Puis ça, les besoins complémentaires dans les finances personnelles, en éducation financière, on va énormément vous en parler de ça. Puis parce que souvent, on va faire des achats, puis les achats vont nous amener d'autres achats, mais on ne nous en parle pas de ça. Puis là, on vous donne d'essence et voitures comme exemple, mais moi, je donne le meilleur exemple, c'est quand vous allez vous acheter une télévision. Je pourrais raconter l'histoire, mais là, la vidéo commence à être longue. Mais tu sais, si il y a quelques années, quand j'ai acheté ma première télévision 4K, j'étais super content. J'ai magasiné pour mon téléviseur, mais une fois que j'ai acheté mon téléviseur, je me suis rendu compte qu'une télévision 4K, ça ne fonctionne pas tout seul comme ça. Hein? Ça prend premièrement un décodeur 4K. Puis si tu veux jouer à des jeux vidéo en 4K, mais là, ça te prenait la Xbox One X ou la PlayStation 4 Pro. Fait qu'il y a comme beaucoup de besoins complémentaires qui sont créés en faisant des achats. Et il y en a énormément des choses comme ça. Puis souvent, vous allez voir que les vendeurs, ils ne vous parleront pas nécessairement de ça. Tu vas t'acheter une télé 4K, mais ils vont peut-être t'en parler un petit peu, mais pour le vendre, mais il faut que ce soit à leur avantage. Fait que voyez-vous, donc, il y a comme deux niveaux, deux types de besoins, donc les besoins vitaux, les besoins secondaires, puis 4 catégories de besoins qu'on retrouve à l'intérieur de ces types-là, donc individuel, collectif, concurrent et complémentaire. Ça va? Jusqu'ici, vous ne me perdez pas trop? OK. Fait que, c'est ça, tout ça pour vous dire que, ici au Canada, on est quand même assez chanceux par rapport à la pyramide de Maslow parce que peut-être que vous rêvez de ça présentement, tu sais. Le pire, c'est que j'ai vraiment changé l'image parce que j'avais une très vieille image d'une PS4. Fait que je me suis dit, soyons en 2020 avec ma présentation. Mais c'est pas pour tout, partout comme ça parce que regardez. Oui, il y a peut-être une petite émotion ici, peut-être pas. Hein? Tu sais, ces situations-là que vous voyez là, comme en Afrique présentement, il y a beaucoup d'endroits qui vivent de la famine. Donc, vous comprenez que ces enfants-là, là, ils n'ont probablement aucune idée que ça existe parce qu'ils n'ont pas été capables de combler leurs besoins primaires, dans le fond. Et, tu sais, l'idée d'avoir une console de jeux vidéo, c'est très, très loin quand tu n'es pas capable de te nourrir. Puis, tu sais, à chaque fois que je présente ces affaires-là, c'est pas nécessairement pour vous faire sentir mal, mais c'est de bien comprendre la réalité. OK? De bien comprendre la réalité de la chose. OK, donc on va terminer avec la partie B, donc les biens et les ressources. Donc, on va y aller premièrement avec comment on fait pour combler ces différents besoins-là. Bon, on va utiliser des biens et des services, OK? Fait que je pense que vous connaissez déjà la différence entre les deux, entre les biens et les services. Donc, vous avez les biens, ce sont des articles qui sont palpables et visibles, destinés à la consommation, qu'on peut toucher, là, tu sais, comme
Comme là, j'ai ma souris ici, j'ai un téléphone, j'ai une manette ici de jeu. Alors ça, ce sont tous des biens qui sont palpables. Et les services, ce sont des actes qui sont effectués en échange d'une somme d'argent, comme par exemple un garagiste pour réparer une voiture, un massothérapeute, un médecin, un plombier, une caissière. Donc ce sont des gens qui sont là, qui ne vont pas nécessairement donner un bien, mais qui vont être là pour vous offrir un service en échange. Ils vont se faire payer, mais puis ils vont aider le processus économique. Puis là, le 70%, 30%, dites-vous qu'en majorité, dans l'économie, c'est 70% de biens et 30% de services. Okay? Dans le fonctionnement d'économie, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Puis après ça, ben, dans les fameux biens et services, donc dans les biens, il y a deux types de biens qui sont bien importants. Puis des fois, on n'en prend pas du tout conscience. Puis c'est important, justement, quand on a des cours d'introduction comme ça, de le savoir. Il y a des biens libres, puis il y a des biens économiques. Vous autres, vous avez probablement en tête les biens économiques. Les biens économiques, ce sont des biens qui sont créés par la transformation de l'être humain. Donc l'être humain, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont prendre, dans le fond, des matières premières, ils vont le transformer, puis après ça, ils vont remettre ça au consommateur, puis ça va répondre à un besoin. On appelle ça un bien économique. Okay? C'est l'humain qui transforme et avec de l'argent va créer quelque chose. Okay? Mais il y a beaucoup de biens libres qui existent. Okay? Qui ne sont pas le fruit d'une activité économique, ils sont là sans qu'on les produise, comme par exemple l'air, le paysage. L'oxygène, c'est un bien parce que ça répond à un besoin. Okay? Donc l'oxygène existe et on dit que c'est un bien quand même qui est considéré comme économique parce qu'il sert à répondre aux besoins de l'humanité. Mais c'est des biens qui n'ont pas été transformés, qui sont là et que l'humain n'a pas nécessairement quelque chose à voir là-dedans. C'est intéressant des fois de savoir quel type de biens libres qui existent sur la planète. Puis j'espère vraiment qu'on n'arrivera jamais un jour à nous faire payer pour l'oxygène, mais on ne sait jamais. Puis on dit en bas, là, je trouve ça intéressant, on dit que des biens qui étaient au départ libres peuvent devenir des biens économiques, comme par exemple vous achetez des bouteilles d'eau. Parce qu'on dit que l'eau, c'est un bien libre, parce que l'eau se retrouve dans la nature sans transformation. Okay? Mais si vous achetez une bouteille d'eau, votre bien libre devient un bien économique. Et c'est là toute ma frustration de voir des gens qui prennent ce bien libre-là, qui le transforment en bien économique, et les consommateurs tombent dans le panneau, puis ils vont en acheter. Puis vous avez aussi un compte de taxe pour l'eau. Pour certains, vous recevez un compte de taxe pour l'eau pour certains endroits. Ce n'est pas tous les endroits là, qui ont des comptes de taxe. Certains payent même pour des barres à oxygène. Et ça, c'est quelque chose d'assez malade mental, mesdames et messieurs, pour ce qui est des barres à oxygène. Mais ayez ça en tête. Donc, il y a des biens libres qui existent, il y a des biens économiques. Tout ça, c'est pour répondre à des besoins de l'être humain. Mais on est rendu en 2020 où il y a des gens qui vont transformer ces biens libres-là pour les mettre, pour faire de l'argent avec ça. Il faut être à l'affût de ça, puis il faut quand même faire très, très, très attention. Puis d'ailleurs, ben là, je vous dirais que je ne vous le ferai pas écouter, mais c'est un reportage qui existe, puis que vous pourrez peut-être retrouver, si vous voulez, sur le YouTube, pas le YouTube, mais sur le PowerPoint, sur Moodle de ce cours-ci. Il y a des endroits en France, et même au Canada, où il y a des barres à oxygène. Il y a des gens qui vont dans ces barres-là, puis comme vous pouvez voir, là, qui vont mettre un petit dispositif en dessous de leur nez pour respirer de l'oxygène pur. Bien libre, qu'on transforme en bien économique. Est-ce que c'est nécessaire? Je vous invite à regarder le reportage, puis vous allez en avoir le cœur net par rapport à ça. OK, donc c'est sûr que là je viens de passer beaucoup de temps, dans le fond, à vous expliquer c'est quoi un bien, c'est quoi un service pour répondre à différents besoins, parce que vous devez comprendre toute la complexité qui existe justement chez l'être humain par rapport à ce processus-là. Fait que les biens, les services qui sont là, comme je vous ai dit, des biens libres, mais les biens économiques. Le bien économique, lui, c'est un bien qui va donc être construit par l'être humain. Parce que vous voyez là, qu'est-ce que ça prend pour construire justement ces biens économiques-là? Mais on appelle ça des facteurs de production. Alors ça, c'est tout ce qui rentre dans la ligne, dans la construction d'un bien économique qu'on va justement vendre à un consommateur.
fournisseurs. Fait qu'évidemment, dans un premier temps, pour n'importe quoi, là, comme par exemple ce téléphone cellulaire-là, la première chose qu'on a besoin, c'est qu'on a besoin de ressources naturelles. Alors, les ressources naturelles, c'est les matières premières qui n'ont subi aucune transformation. C'est sûr que quand tu regardes le produit fini, tu as de la misère à comprendre, mais tout ce qui rentre dans la composition de ce téléphone cellulaire-là est définitivement a commencé par des ressources naturelles. Puis les ressources naturelles, c'est la base même de tous les facteurs de production. Évidemment, pour aller chercher ces ressources naturelles-là et les transformer, ça va prendre des ressources humaines, donc ça va prendre des gens, ça va prendre monsieur, madame, tout le monde, des hommes, des femmes qui vont justement s'organiser autour d'un travail pour prendre les matières premières et les transformer. Puis évidemment, ça va prendre, ça c'est peut-être le côté un petit peu plus, peut-être que vous connaissez un peu moins, ça va prendre aussi ce qu'on appelle le capital technique. OK, le capital technique, donc c'est la machinerie, l'outillage, l'équipement informatique. Donc tout ça ensemble, donc les ressources naturelles, les ressources humaines, le capital technique, c'est ça qu'on appelle les facteurs de production. Donc c'est tout ça qui va s'organiser ensemble pour transformer les matières premières, puis le transformer en ce que vous voyez ici. OK? Oui, OK, ça va pour ça. Je vous rappelle, si vous avez des questions, vous ne vous gênez pas. Puis, tout ce qui est aussi au niveau de la construction d'un bien économique, on va avoir ce qu'on appelle la durabilité. Alors, la durabilité, on a deux types de durabilité. On a les biens qui sont durables et on a les biens qui sont non durables. Là, faites attention parce que c'est une définition très technique au niveau économique, mais vous devez quand même comprendre un peu la portée. Donc, on dit par exemple que le bien durable, c'est qu'ils sont utilisés qu'une seule fois. OK? Donc, ils sont utilisés plus d'une fois, en fait. ça va mieux avec le fait que c'est un bien durable. C'est comme, par exemple, un téléphone cellulaire, c'est un bien durable, je peux l'utiliser plusieurs fois. Et vous avez des biens qui sont non durables, on parle, ils disparaissent après une première utilisation, consommés après un premier usage. Donc, souvent, la nourriture que vous mangez, qui est un bien économique, là, je parle évidemment de la nourriture. Par exemple, vous allez dans un restaurant, c'est un bien qui est non durable. Si vous fumez une cigarette, la cigarette, c'est un bien qui est non durable. Donc, il y a plusieurs éléments qui sont comme ça. Et évidemment, les biens non durables, ils ont un gros avantage que, comme celui-là, le téléphone cellulaire, je l'ai pour longtemps, donc je n'en achèterai pas d'autres. Tandis qu'un bien non durable, c'est quelque chose qu'on va vouloir renouveler assez souvent. Puis après ça, vous avez effectivement les services qui sont toujours non durables parce qu'ils sont toujours différents. Donc oui, vous allez dire, ouais, mais pourtant, quand je me fais couper les cheveux, ça devrait être considéré comme étant un bien non durable. Mais non, dites-vous que le service, c'est qu'il n'est jamais identique à chaque fois. Donc, la personne qui va vous offrir le service, c'est une personne qui est humaine. Donc, elle ne va pas offrir toujours la même qualité de produit. Ils vont toujours essayer de trouver une façon d'être le plus identique possible, mais c'est impossible de faire ça parce que ce sont des humains. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'un service est considéré comme étant non durable. Mais en gros, bien durable, c'est un bien qu'on utilise souvent, plus d'une fois. Et un bien non durable, c'est une seule fois, puis après ça, c'est terminé. Puis après ça, la petite phrase qui est écrite en dessous, c'est quand même une phrase importante. On dit « Comme nos ressources sont limitées et nos besoins illimités, les ressources, donc que ce soit l'argent qu'on a besoin pour justement acheter les différents produits, ou que ce soit même les ressources naturelles, tout ça, c'est limité. Il n'y en a pas jusqu'à la perpétuité. Là. À un moment donné, il n'y en aura plus. Mais les besoins, les autres, sont illimités. On comble nos besoins, ils vont toujours être là. Alors, nous devons faire des choix. Alors, quand nous choisissons un bien ou un service, nous renonçons à d'autres biens ou services. Ce que nous n'achetons pas s'appelle le coût d'option ou le coût de renonciation. Alors, dans votre vie, là, on a parlé de besoins qui sont souvent concurrents. Bien, ça va être la même chose au niveau de vos choix dans votre vie à cause de vos ressources illimitées. On vous a donné l'exemple, pour aller au cégep, vos parents vous offrent de payer un appartement ou une voiture usagée, mais pas les deux. Alors, si vous choisissez la voiture, votre coût d'option est l'appartement ou vice-versa. Donc, le coût d'option, le coût de renonciation, c'est ce que vous devez laisser de côté pour pouvoir combler un de vos besoins. Donc, ça fait partie un petit peu du concept du besoin concurrent qu'à un moment donné, il faut faire un choix. Puis le choix, à cause qu'on n'a pas de l'argent illimité, puis évidemment, ça va être très différent d'une personne à l'autre, mais c'est ça qui va établir le coût d'option ou le coût de renonciation qui fait en sorte qu'on va avoir un choix à faire. Fait que, on va terminer avec ça aujourd'hui. C'est cette fameuse ce petit tableau-là qui c'est une belle
je dirais que c'est un beau résumé de ce qu'on a vu aujourd'hui. Donc, les besoins des êtres humains sont illimités, mais nos ressources sont limitées. Alors, on va avoir une certaine rareté des biens et services, parce qu'étant donné que les ressources sont limitées, bien, des fois, les biens ne seront pas toujours en quantité illimitée. Alors, on va parfois avoir des choix à faire. Alors, c'est ça, donc, l'augmentation du coût et la nécessité de choisir. C'est ça qui va établir la base de l'économie, qui est que, dans le fond, les humains, écoute, ils ont des besoins tout le temps, mais ils n'ont pas l'argent qu'ils veulent. Alors, dépendamment de la rareté des biens et services, parce que des fois, comme par exemple la PS5, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais là, toutes les précommandes sont faites. Donc là, il n'y en a plus. Fait que si tu veux une PS5, tu t'en vas sur eBay et tu peux payer 4-5 fois le prix d'une PS5 parce que c'est extrêmement rare. Donc, tout ça va avoir une incidence sur l'augmentation du coût. Donc, là, c'est l'offre et la demande qu'on va voir au prochain cours, que vous avez peut-être même déjà vu au début de l'année, lorsque vous avez fait le cours d'introduction en monde contemporain et éducation financière. Puis, vous avez la nécessité de choisir, qui est le fameux coût d'option que je viens de vous parler. Fait que voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je sais que c'est une vidéo qui est un petit peu plus longue, mais en même temps, qu'est-ce que vous voulez, c'est le temps que j'aurais passé en classe. Puis moins les vidéos, à part la première que je trouvais importante parce que ça vous expliquait l'économie. Fait qu'on a rempli aujourd'hui la section A et la section B, donc de vos notes de cours. On a parlé principalement donc des besoins, la pyramide de Maslow, les différents types de besoins, les catégories de besoins. Puis, sans oublier qu'on a évidemment parlé du processus des biens, des services, puis aussi des facteurs de production. Ça fait quand même beaucoup de choses. Mais c'est toutes des choses qui sont quand même simples à comprendre. Mais je vous répète encore une fois, si vous avez des questions, vous devez oser poser les questions et vous ne vous gênez pas pour le faire. Donc, vous allez sur Teams, vous faites une petite conversation, vous me posez vos questions. Je peux vous répondre en direct comme ça, je peux vous le faire par écrit. Mais ne laissez pas des incompréhensions dans votre tête. C'est des affaires que vous ne comprenez pas dans ce que je viens de dire parce que c'est très technique. Vous ne vous gênez pas. Puis je vous invite à vous rendre sur Teams toujours pour savoir ce que vous avez à faire. Donc là, probablement que vous avez probablement des exercices à faire en lien avec ce que je viens de vous présenter. Parce que là, au lieu d'être des articles à lire, c'est des exercices concrets qui vont vous faire travailler sur les différents concepts que je viens de vous présenter. Donc, ça va quand même, je pense, vous permettre peut-être de mieux comprendre ce que je viens de vous apprendre. Fait que voilà. Fait qu'on va se revoir donc au prochain cours, soit on se voit à l'école ou on se voit encore en différé comme ça sur YouTube. Gênez-vous pas pour vous dire ce que vous en pensez en même temps. Puis je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter ça jusqu'à la fin. Puis on se revoit bientôt. Salut tout le monde.